Bonjour, bienvenue dans Première Dame. Dans ce podcast, nous partons chaque mois à la rencontre d'une pionnière, d'une femme d'exception. Ces femmes, elles vont nous raconter leur parcours, leurs victoires, mais aussi leurs difficultés. Dans cet épisode 6, nous allons parler équations, physique et mathématiques. Bonjour Sylvia Serfati. Bonjour. Vous avez 44 ans, vous êtes mathématicienne et vous avez été la première femme avec votre consoeur Nalini Anantaraman à remporter en 2012 le prix Henri Poincaré. Il n'y a d'ailleurs pas eu d'autres femmes depuis vous deux. Alors le prix Poincaré est décerné tous les 3 ans à plusieurs chercheurs dans le domaine de la physique mathématique. C'est ça. Ça a été une première surprise pour moi. Il y a donc différentes sortes de mathématiques. Exactement. Qu'est-ce que c'est la physique mathématique ? C'est la branche de la physique qui est la plus mathématisée, ou bien la branche des mathématiques qui s'intéresse le plus à la physique. On peut voir ça comme ça. Enfin, c'est quelque chose de pas forcément défini très clairement, mais qui est au carrefour des deux. Voilà. Seconde surprise, je lis que le prix Poincaré est connu pour soutenir les jeunes chercheurs les plus prometteurs. À 36 ans, on est considéré comme un jeune chercheur. Plutôt, oui. À moins de 40 ans, on est encore à peu près jeune. Alors, je me suis demandé, en préparant cette interview, si l'appétence pour les mathématiques et la facilité à résoudre des problèmes, c'était un peu quelque chose d'inné. Est-ce que, dans votre souvenir, à l'âge où on apprend à compter, additionner, soustraire, c'était un truc qui vous branchait déjà ? Je pense qu'à cet âge-là, c'était pas spécifique aux mathématiques. Je pense que j'aimais bien apprendre, comprendre. Ça me venait assez vite, assez facilement, mais personne ne s'était dit « Ah, elle est particulièrement bonne en mathématiques ». Vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Est-ce qu'ils vous soutenaient ? Est-ce qu'ils étaient exigeants ? Oui. Ma mère est enseignante, alors vous savez, c'est quand même c'est bien connu que les enfants d'enseignants sont ceux qui sont qui réussissent le mieux ou qui sont le mieux suivis à la maison. Donc c'est vrai que oui, elle surveillait bien, elle m'encourageait. Par exemple, mon institutrice en CP a décidé de me faire sauter le CE1. Donc il a fallu que je rattrape le CE1 pendant l'été. C'est ma mère qui m'a fait faire les conjugaisons, les tables de multiplication. Étant enseignante elle-même, elle savait très bien faire ça. Voilà. Au lycée, vous vous êtes orienté donc dans un parcours scientifique. On sait que le fossé commence à se creuser à ce moment-là entre garçons et filles. Selon des chiffres de l'éducation nationale qui datent de 2017, environ 84% des filles obtiennent leur bac contre 74% des garçons. Mais il y a en terminale scientifique 41% de filles seulement. Alors les raisons, elles sont multiples, mais il persiste cette bonne vieille idée reçue que les filles seraient littéraires, les garçons un peu plus scientifiques. C'est quelque chose que vous avez connu ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire quand j'étais en terminale scientifique, on était nettement moins de la moitié de filles. Je pense que les maths, ça leur faisait peur. Elles se disaient c'est trop dur pour moi. Et puis je pense que les garçons peut-être avaient plus de pression familiale, d'ambition professionnelle, de faire les bonnes filières, celles qui mènent à des bons métiers. Qu'à l'époque c'était quand même beaucoup la filière scientifique qui était considérée comme la filière reine. Et je sais pas si c'est resté exactement comme ça, mais en tout cas c'était ça. Il fallait faire un bac C, c'était le meilleur bac, disons. Je pense que les filles ont peut-être plus tendance à se sous-estimer ou à s'inquiéter, à appréhender, disons, des difficultés qu'elles pourraient peut-être surmonter si elles s'inquiétaient moins. Mais en tout cas, on voyait ça. Et puis il y a aussi peut-être une appétence pour les disciplines plus humaines, qui est plus grande chez les filles. Vous, ça a été évident ? Moi, j'étais bonne, donc il y avait ce côté. J'avais pas de raison de renoncer à la voie, disons, d'excellence. Et en plus, j'aimais bien les maths, donc j'avais envie de continuer. Les maths, c'est la rigueur, ou est-ce que c'est cliché de dire ça ? Les maths, c'est la rigueur, mais c'est pas seulement la rigueur. C'est la rigueur couplée à quelque chose de très beau et très riche. Donc si c'était que la rigueur, ce serait peut-être un peu ennuyeux, un peu fade. Les maths, c'est des objets, c'est des quantités avec des liens entre elles, des belles équations qui parlent aussi de la nature. C'est tout un monde, c'est tout un univers. Pour moi, en tout cas au niveau où on le pratique, après en recherche, avec un côté très esthétique aussi. Et puis c'est aussi la puissance de la pensée, la puissance prédictive des mathématiques, le fait qu'elles puissent vraiment
d'écrire et prédire, expliquer des phénomènes du monde, de la réalité aussi. 2 x 3, 6. 2 x 4, 8. 9 x 2 x 5, 10. 9 x 2, 2 x 6, 12. 9 x 3, 2 x 7, 14. 9 x 4, 2 x 8, 36. 16. 9 x 5, 45. 8 x 1, 9 x 6, 8. 54. 8 x 2, 16. 20. Après votre bac, vous entrez à l'école normale supérieure? Pas tout de suite après. D'abord, il faut faire une classe préparatoire maths sup, maths p. Travailler pendant 2 ans. Le fameux maths sup, maths p. Le fameux maths sup, maths p. Ça, c'est un petit peu le parcours initiatique, quand même. C'était un peu le bizutage d'entrer dans le monde scientifique. Pourquoi? Parce que c'est très dur, parce qu'il faut travailler vraiment de manière très intensive. Et parce que là, c'est encore plus masculin, encore plus compétitif. C'est vraiment pousser au bout de ses limites, enfin chercher le maximum en soi. Et c'était une épreuve, mais à la fois quelque chose une aventure intellectuelle assez merveilleuse, assez formidable, mais quelque chose de très dur. Enfin, quelque chose que je suis contente d'avoir surmonté, traversé, mais clairement, bon, voilà, c'était la voie pour faire ce que je voulais, qui était de faire de la recherche en maths, et ça m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais en même temps, j'ai énormément progressé en maths. Et le travail a payé, puisque oui. Vous êtes arrivée première au concours de l'école normale supérieure? Oui, le travail a payé. Mais je peux vous dire que personne s'y attendait vraiment, certainement pas moi. Je pense que mes professeurs et mes camarades de classe ne s'y attendaient pas vraiment. Enfin, vous étiez pas la première? J'espérais rentrer, mais voilà, j'étais pas première de ma classe, non. J'étais dans les meilleurs, mais plus l'outsider que le favori. Mais heureusement, j'avais un professeur en maths sup, c'est celui qui m'a le plus encouragé, poussé, c'est mon professeur de maths de maths sup, et qui m'avait dit que voilà, qu'il fallait que j'y croie, que j'avais les capacités d'y arriver, parce que je lui ai dit bon, j'aimerais bien intégrer une école normale, une ENS, mais ça va être très dur. Je savais que le concours était très difficile, enfin voilà. Et quand vous avez finalement obtenu ce concours, que vous êtes entrée à l'ENS, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Combien de temps ça dure? Est-ce que le rythme est toujours aussi intense? Non, alors le rythme est plus aussi intense, heureusement, et c'est beaucoup plus libre après. Enfin, c'est plus. On avait une année de cours à l'ENS, tous ensemble, avec encore des cours un peu niveau licence, maîtrise, et ensuite les gens se répartissent pour aller étudier à l'université, faire l'équivalent du M2 maintenant, des doctorats, etc. Donc on construisait assez vite son propre parcours, on choisissait une sous-spécialité à l'intérieur des maths, et puis aussi c'était la découverte le contact avec les gens d'autres disciplines à l'école normale. Donc il y a non seulement des scientifiques de toutes les disciplines, il y a aussi les littéraires. Donc c'était un nouvel univers très agréable, beaucoup plus agréable que la prépa, parce qu'il y avait le côté intellectuellement intéressant et stimulant, sans la pression, l'inquiétude, la compétition qu'il y avait en prépa. Vous me disiez qu'en terminale, il y avait moins de filles que de garçons. Et là, c'était comment? Nous étions 6 filles dans la promotion, 6 sur 41 personnes. Oui, c'est pas lourd quand même. Et c'est pas lourd, mais c'était la meilleure année depuis la fusion des écoles normales jeunes filles et garçons. Et ça, c'est resté la meilleure année. Je crois qu'il n'y en a pas eu depuis, avec 6. Donc, c'était tellement bien que toutes les femmes du département de maths de l'ENS nous avaient invités à déjeuner pour fêter l'événement, le fait qu'on rentrait, qu'on était 6 à avoir réussi le concours. Dans les 6, il y avait cette fameuse Nalini Anantaraman que vous avez citée. Vous avez fait donc ce doctorat à Paris Sud. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler très simplement de sur quoi portait votre thèse et pourquoi vous avez choisi ce sujet? Ça arrive un peu plus par hasard que ça, c'est-à-dire que
à la fin de la première année d'études à l'école normale, il fallait commencer à choisir une spécialité pour les cours de DEA qu'on allait suivre. Donc j'étais pas très très sûre de ce que je voulais faire. Il y avait pas mal de possibilités. Vous voyez, il y a l'algèbre, il y a la géométrie, il y a l'analyse, les probabilités, les systèmes dynamiques. Tout ça, c'était difficile de choisir. J'ai commencé quand même à comprendre et à voir que les sujets très très abstraits, ça me convenait pas très bien. Et puis suite à des conseils donnés par des enseignants à l'école normale, etc., je me suis retrouvée à suivre le DEA d'Orsay, donc de Paris Sud là. Et j'ai suivi au début des cours assez variés parce que justement je savais pas trop, donc j'ai suivi un cours de géométrie en même temps qu'un cours d'analyse, en même temps que et j'ai bien aimé l'un des cours que j'ai suivi. Et c'est comme ça que j'ai demandé à l'enseignant si il prendrait quelqu'un en thèse. Et qui m'a dit oui, qui m'a proposé ce sujet qui était en rapport avec la physique, mais c'était arrivé un peu par hasard parce que c'est le sujet qu'il m'a proposé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là-dedans. Il se trouve que c'était un très bon sujet de thèse, mais vraiment c'était pas exactement de mon choix. C'est-à-dire qu'en mathématiques, c'est rare qu'on vienne en disant voilà, voudrais travailler sur ça. Là, c'est plutôt j'aime bien ça et ça, qu'est-ce que vous auriez comme question à me proposer? Parce que c'est difficile d'identifier des bonnes questions quand on est étudiant, on sait pas encore. Donc c'est plutôt au directeur de thèse de proposer les questions. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Racontez-nous ensuite comment ça se passe quand on est diplômé, docteur en mathématiques. J'imagine qu'on n'envoie pas forcément son CV pour trouver du travail. Donc si on veut rester dans la recherche, il y a des étapes assez simples. En général, on postule, on envoie son CV justement aux instituts de recherche et aux universités. Moi, j'ai postulé au CNRS. Je voulais essayer d'avoir un poste de rechercheur. Donc c'est les meilleurs postes pour commencer, les postes qui sont de recherche pure au CNRS. Et à ma première tentative, j'étais prise, donc après j'ai pas eu à réessayer, à chercher autre chose. Vous restez combien de temps au CNRS? Alors il se trouve que ça a été un peu abrégé pour moi parce que j'ai été recrutée en 99 au CNRS et qu'en 2001 j'ai eu une offre d'une université américaine pour être professeur là-bas, donc assistant professor d'abord, c'est le grade jeune comme maître de conférence. Donc ça fait que je suis partie au bout de 2 ans. Ça se refuse J'ai pris pas, un les congé États-Unis? CNRS. Si, ça peut se refuser. Ça dépend des gens, ça dépend des offres. Tout est possible. Il se trouve que en France, on peut prendre des congés, on peut prendre des détachements, des disponibilités, donc c'est un petit peu sans risque. Je savais que en fait, j'étais partie avec l'idée d'y aller que quelques années. Je me suis dit, je vais y aller 1 an ou 2, c'est une super expérience. Il se trouve que c'était à New York, c'était une ville que j'aime beaucoup, donc c'était pas n'importe où aux États-Unis. C'était un département un peu mythique dans mon domaine. Ça me disait bien de changer d'air aussi, j'avais jamais quitté vraiment Paris. Et finalement, je suis quand même restée 6 ans. Vous disiez un département un peu mythique, et eux, ils sont venus vous chercher? Oui. Comment ils vous connaissaient? Mais parce que c'est un milieu très international, donc les gens se connaissent d'un pays à l'autre, à des conférences, on se rencontre, etc. Et je pense qu'en fait là, ils avaient entendu parler de moi, plus particulièrement par quelqu'un qui travaillait en France, mais qui connaissait bien mon travail et qui avait dû leur parler de moi. Et ensuite, j'avais rencontré un de leurs enseignants, un de leurs profs à une conférence on était invités tous les deux à la même, peu de temps après ma thèse, juste après ma thèse. Et c'est là qu'il m'avait dit, écoutez, est-ce que ça vous dirait de venir passer 2 mois à New York pour, découvrir un peu le département? Je dis oui, bien sûr. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en visite là-bas en l'an 2000. Et à la suite de ça, ils en ont profité pour me jauger un peu, pour voir si je leur plaisais, pour recrutement. Il se trouve qu'ils avaient eu
une femme vraiment pionnière, pour le coup, Kathleen Moravitz, qui était un des piliers de leur département, dans ce sujet des équations aux dérivées partielles, venait de prendre sa retraite. Et si j'ai bien compris, elle avait dit, voilà, j'aimerais bien que pour ma succession, sur mon poste, vous trouviez une fille, une femme. Donc je pense que c'est aussi un petit peu ce qu'ils cherchaient, mais bon, ça n'a jamais été dit vraiment, ils me l'ont jamais dit directement. Et quand la visite s'est bien passée, ils m'ont parlé de me faire une offre, etc. Le temps que ça se fasse, que je me fasse à l'idée, c'est encore passé 1 an. Mais c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas. Donc vous passez 6 ans aux États-Unis. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, je suis rentrée en France. Le mal du pays. C'était vraiment ça? Un peu, ouais. Je pense que j'étais jamais partie pour rester et que la France me manquait, ma famille. Et en fait, je suis repartie à New York il y a 3 ans. Parce que, entre-temps, je me suis mariée avec un Américain. La fac de New York m'a rappelé en me disant, mais quand même, est-ce que vous voudriez pas revenir? Là, on pourrait vous embaucher tous les deux. Comme il est mathématicien aussi, mon mari. Ce qui fait que voilà, je suis de nouveau à New York depuis 3 ans. Finalement, j'ai toujours gardé le contact avec. J'ai toujours beaucoup aimé cet endroit. J'ai toujours gardé le contact avec eux. J'avais un poste d'invité régulier, même les années où j'étais à Paris. Donc là, au niveau de votre vie, vous faites des allers-retours. Comment ça se passe? Oui, un peu. C'est-à-dire que on passe les semestres qui sont les semestres où les cours ont lieu à New York, et puis les moments où il y en a pas, c'est-à-dire l'été et l'hiver, la pause hivernale à Paris. Et donc entre la première parenthèse new-yorkaise et votre vie actuelle où vous travaillez là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez en France du coup? J'étais en France, ouais. J'étais professeur à l'université, qui a changé de nom récemment. Maintenant, c'est Sorbonne Université. Avant, ça s'appelait Pierre et Marie Curie. Avant, ça s'appelait Paris 6. Mais donc maintenant, c'est Sorbonne Université. Donc, si vous voulez, qui est situé à Jussieu, c'est presque plus simple de le dire comme ça. Et j'ai passé aussi d'excellentes années dans ce département. Donc je suis toujours professeur là-bas, d'ailleurs en détachement à New York en ce moment. Finalement, où que vous soyez, vous continuez à travailler. Le travail reste le même, exactement. Le travail reste le même. Et de toute façon, j'ai des collaborateurs en France, j'ai des collaborateurs aux États-Unis, j'en ai dans d'autres pays. Donc je transporte mon travail avec moi, ma recherche. Elle est assez peu contingentée au lieu. Pi est le rapport de l'aire d'un disque au carré de son rayon. Pi est le rapport de l'aire d'un disque. Pi est le rapport de l'aire d'un disque au carré de son rayon. Au carré de son rayon. Sa valeur approchée. Sa valeur approchée est 3,14. Sa valeur approchée est 3,14. On a parlé du prix Henri Poincaré au début de l'interview. Vous aviez déjà remporté un prix en 2004 et vous en avez aussi remporté un en 2013. Est-ce que ça change les choses d'être comme ça distingué, de recevoir des prix? Oui, certainement, ça change. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait pas dire remporter parce que ça me fait penser plutôt à une compétition sportive quand vous dites remporter, comme si on était venu pour se présenter à un prix et qu'on l'avait gagné ou pas. Et c'est un petit peu différent les prix scientifiques, c'est-à-dire que vous ne postulez pas. Personne ne vous dit même que vous êtes considéré pour le prix. C'est des gens qui vous nominent sans vous le dire, et ensuite des comités qui se réunissent, et puis un jour, paf, on annonce à quelqu'un qui s'y attendait pas du tout. Donc qu'il a eu le prix, donc c'est vraiment une surprise, ouais. Donc c'est pas vraiment remporté, ouais. Mais oui, ça change pas mal de choses parce que les gens s'attachent à ce genre de marqueur de réussite, c'est-à-dire que ça donne les gens dans la communauté les gens dans scientifique. La communauté, oui. Bon, évidemment autour aussi, je pense que les journalistes ça les frappe plus que parce que comme les gens comprennent pas tous exactement ce qu'on fait, même les collègues n'ont pas toujours le temps et l'intérêt de mettre le nez dans vos travaux pour comprendre exactement ce que vous avez fait. Donc avoir un prix, c'est une façon de penser, bon bah ça doit être vraiment bien, j'ai pas besoin forcément d'aller voir de plus près. Ça distingue, alors qu'il y a plein de chercheurs, il y a énormément de très bons chercheurs et qui sont tout autant méritants. Bon bah certains ont des prix,
d'autres en ont moins. Plus on a de prix, plus on a des chances d'en avoir d'autres. Plus on a des chances d'être sollicité pour des choses intéressantes, des conférences, donc c'est une sorte de cercle vertueux, vous voyez, ça fait un peu boule de neige. Donc c'est sûr que le premier prix en 2004 a un peu amorcé ça, celui de 2012 dont vous avez parlé a amplifié cette tendance-là. J'ai l'impression que quand même, si on devait résumer, c'est beaucoup de travail collégial finalement. Le scientifique est pas forcément seul, et puis il est pas coincé dans son labo. Ça, c'est une image qu'on se fait. Oui, tout à fait. Donc, si vous frappez aux portes des bureaux des gens dans les laboratoires, il y a moins d'une chance sur deux qu'ils soient derrière leurs portes, quoi. Parce que entre les commissions, les cours, les voyages, souvent on n'est pas là. Et effectivement, c'est beaucoup plus collaboratif qu'on peut imaginer. On discute beaucoup avec les gens, on parle avec ses étudiants, on dirige les étudiants en thèse, donc. Ensuite, plus on avance en âge et en seniorité, plus il y a d'activités d'expertise, je dirais. C'est-à-dire que c'est pas de la recherche, mais c'est évaluer le travail des autres, participer à des commissions qui vont choisir les lauréats d'un prix ou les gens qui vont être recrutés sur un poste, évaluer des laboratoires, évaluer des entités scientifiques, et s'occuper de travail éditorial, c'est-à-dire s'occuper de savoir sélectionner les articles qui vont être publiés dans les revues scientifiques, dans quelles revues scientifiques, trouver des rapporteurs pour les articles. Je passe beaucoup de temps à ce genre de choses. Après, je voyage beaucoup pour mon travail aussi. Justement, je voulais revenir là-dessus. Vous voyagez pour faire quoi ? Pour aller donner des conférences, pour aller donner des mini-cours, pour participer à des comités de sélection. Et ça, c'est à travers le monde ? Oui. On n'est jamais obligé de dire oui. J'accepte peut-être, je dirais, 30% des invitations, mais déjà, ça me fait pas mal de voyages. Et j'essaie de les faire courts, parce que, voilà, faut pas que je parte trop longtemps de la maison. Mais avant, je pouvais pas partir 2 semaines à l'autre bout du monde, au Canada ou en Amérique du Sud. Donc, j'étais dans pas mal de pays. C'est un des côtés très sympas du métier, d'ailleurs. Parce que moi, j'aime bien voyager, j'aime bien profiter pour faire un petit peu de tourisme. Le flux du champ électrique à travers une surface S fermée est égal à la somme des charges électriques contenues dans le volume V, délimité par cette surface, divisé par la permittivité du vide. Est-ce que vos travaux ont des répercussions concrètes pour nous, le commun des mortels ? Donc non, je dirais que non, ce serait un peu prétentieux de dire ça, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que on participe d'une entreprise collective, si vous voulez, d'avancée du savoir, qui elle a des retombées concrètes. C'est-à-dire que c'est pas moi, mais si vous voulez, la communauté des mathématiciens en général, qui sont pas trop loin de ce que je fais, a des répercussions sur le traitement des données, la compression d'images, la chimie quantique, toutes les choses, des choses de pointe qui se font, qui utilisent des mathématiques de manière très importante. La France est un pays qui a une filière d'excellence en mathématiques. Oui. Des Français sont régulièrement récompensés, mais pas ou très peu de femmes françaises, et d'ailleurs de femmes tout court. Si l'on prend les 2 récompenses les plus prestigieuses, le prix Abel a récompensé une femme l'année dernière pour la première fois, c'était une américaine, et la médaille Field, pareil, une seule et unique femme sur 60 lauréats, une iranienne en 2014. Pourquoi, selon vous ? Donc c'est pas un problème français, c'est un problème international. Je pense que les mathématiciennes françaises sont plutôt bien reconnues. Il y en a un petit groupe qui se défend bien au niveau international, particulièrement si on compare avec les femmes de par le monde. Donc après, le fait que les femmes aient eu assez peu des très grands prix, bon, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, auquel on réfléchit beaucoup dans notre communauté. Vous me demandez pourquoi ? C'est compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs.
il y a pas beaucoup de femmes en maths déjà, donc ça diminue d'autant les chances qu'il y en ait qui accèdent aux plus hautes distinctions. Il y a moins de femmes qui ont eu des parcours particulièrement brillants. Après, je pense que parfois il y a eu un petit peu de malchance. Certaines auraient pu mériter, l'ont pas eu pour telle ou telle raison. Bon, maintenant c'est bien, il y a eu au moins cette femme iranienne, Maria Mirzakhani, qui a eu la médaille Fields, et il y a eu Karen Uhlenbeck qui a eu le prix Abel l'année dernière. Donc au moins la porte est ouverte et il y en aura d'autres. Mais c'est sûr que d'une manière plus générale, on peut se demander pourquoi dans ces domaines les plus compétitifs, c'est quand même très compétitif, je dirais, les maths à un haut niveau, pourquoi il n'y a pas plus de femmes? Et je suis pas de ceux qui pensent qu'il faut absolument atteindre la parité là comme ça tout de suite dans les prix, parce que je pense que c'est assez contre-productif, parce que les gens penseront tout de suite qu'on a donné le prix à ces femmes parce qu'elles sont des femmes, et ça va dévaloriser leur travail, le prix. Nous, je pense, femmes mathématiciennes, on aimerait être reconnues pour les maths qu'on fait. Quel est votre plus beau souvenir professionnel ? Je dirais que ça a été quand j'ai donné un exposé plénier au Congrès international des mathématiciens, qui était en 2018, il y a pas très longtemps, à Rio. Donc vous voyez, le Congrès international, c'est le plus grand, le plus vieux congrès de mathématiques, le plus important. Et être invité à parler à ce congrès, c'est déjà une reconnaissance en soi, c'est déjà un petit peu comme un prix. Et à l'intérieur des invités, il y a les conférenciers pléniers, ce qui est encore la catégorie plus distinguée. Donc il y a à peu près 20 ou entre 15 et 20 conférenciers pléniers, et la particularité, c'est qu'on parle devant tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'est pas en parallèle avec quelqu'un, donc tout le monde vient écouter, et il faut arriver à justement parler pour un public très large, de gens qui sont non spécialistes. Je savais qu'il y aurait peut-être 2000 personnes dans la salle, de gens qui connaissent rien à ce que je fais, et qui vont venir écouter. J'ai été moi-même à pas mal de conférences de ce genre, j'en ai écouté beaucoup, et je savais exactement ce que je voulais arriver à faire et ce que je voulais pas faire. Donc j'ai beaucoup réfléchi, travaillé, pensé à ce que je voulais dire, comment je voulais le dire, etc. Et puis après, arrivé ce moment-là, mais voilà, c'était 1 heure en quelque sorte sur scène, vous voyez, c'est vraiment comme monter sur scène. Je pense que j'avais presque jamais parlé dans une salle aussi grande. Et voilà, c'était un beau moment, en fait, c'était un moment assez fort, parce que je pense que j'ai réussi à bien faire l'exposé, à être concentrée, à être dans ce que je disais, à faire passer les idées que j'avais envie de faire passer, sans bafouiller, sans perdre le contrôle des choses. Et à la fin, les gens sont venus me voir spontanément, et je sentais chez eux, il y avait comme une sorte de joie de me dire merci, c'était vraiment super, voilà ce que vous avez fait. Ça m'a marqué, c'est resté comme un beau moment, voilà. Qu'est-ce que vous aimez dans les maths, dans le fait de résoudre des problèmes ? C'est le plaisir de comprendre, voilà, c'est le plaisir de développer une vision d'ensemble, de voir les choses s'éclaircir au fur et à mesure qu'on comprend mieux, de continuer à apprendre des choses. J'aime bien chercher, c'est un plaisir. Évidemment, on aime toujours encore plus trouver, mais le chemin qui nous amène à trouver, les moments où on trouve, les moments où les choses s'éclairent, sont vraiment des beaux moments. Est-ce qu'il y a des problèmes que vous n'avez pas réussi à résoudre, que vous avez fini par abandonner, ou... Il y en a, bien sûr, que j'ai en tout cas laissé de côté, on va dire. Mais inversement, une belle histoire, c'est qu'il y avait un problème auquel je pensais depuis la fin de ma thèse. J'avais découvert ce problème à une conférence en 98, et j'y ai travaillé pas mal, j'ai pas réussi, j'y ai repensé à peu près tous les 2 ans, tous les 2, 3, 4 ans, j'y repensais, je faisais quelques calculs. J'y arrivais pas, et en fait, j'ai fini par le résoudre au bout de 17 ans. Donc, ça, c'était vraiment une belle surprise. C'était vraiment un beau moment.
À chaque épisode, notre première dame nous livre une anecdote amusante, gênante, révoltante, bref, un épisode qui vous a marqué. Sylvia Serfati. Oui, alors, c'est une question assez... Elle vous a pas inspiré? Assez difficile. Oui, non, j'ai pas d'anecdote croustillante, en fait, sur ça. J'ai cherché, mais mon parcours, on m'a jamais fait particulièrement sentir ou d'une manière désagréable. Ou... Il y a une chose à laquelle je repense, mais qui est aussi liée à cette histoire de prépa. Qui était que j'avais très envie d'intégrer une école normale parce que j'étais assez fixée sur cette idée de faire de la recherche. Donc c'était déjà mon idée claire, faire de la recherche en maths. Et un jour, ma prof de physique de maths P, qui était donc une dame, me parle à la fin d'un cours en me disant « Et vous alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire ?» Alors je lui ai dit j'aimerais bien faire une ENS pour faire de la recherche en maths. Et puis vous savez, il y a plusieurs ENS. Donc il y a l'ENS, disons la plus prestigieuse, c'est Ulm à Paris. Après il y a d'autres ENS, Lyon, Cachan, etc. Et donc quand je lui ai dit ça, pourtant j'étais plutôt bonne élève, j'avais plutôt des bonnes notes en physique. Elle m'a dit vous voulez faire une ENS, essayez Lyon alors. Et ça m'a énormément vexée parce que c'était une manière de me dire je vous vois pas dans la meilleure, mais la deuxième ça peut faire l'affaire. Et je me suis quand même demandé si elle m'aurait parlé comme ça si j'avais été un garçon. Voilà, c'est resté. En tout cas, j'étais assez contente de la détromper. On passe maintenant au quiz. Alors Paris ou New York? Ah c'est difficile là justement. S'il faut choisir, Paris. Piano ou vélo? Les deux. Piano. Vous jouez depuis longtemps? Oui, j'ai commencé quand j'avais 7 ans, mais je suis meilleure en maths qu'en piano, on va dire. Amphi ou labo? Moi, j'aime bien enseigner, mais si je suis pas obligée de le faire, ça me manque pas. Donc, je le fais un peu par obligation, et après, j'y trouve en général une certaine satisfaction, mais c'est surtout la recherche quand même qui me motive. Merci beaucoup Sylvia Serfati. De rien, merci à vous. Et merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette demi-heure. Si cet épisode vous a plu, aimez-le et partagez-le autour de vous. C'est la meilleure façon de soutenir Première Dame. Et puis pour ne rater aucun épisode, facile, il suffit de s'abonner. Vous serez ainsi avertis lors de la sortie du prochain épisode qui aura lieu dans 1 mois. D'ici là, on reste évidemment en contact. Je suis sur Instagram, Twitter, Facebook. Première Dame, le podcast. Ciao, ciao.